ils sont très en colère. En fait, la colère est perceptible. Le problème, Donald Trump devait envoyer les forces militaires américaines sur le terrain pour faire la guerre contre les Iraniens. Mais Donald Trump lui-même a expliqué, en marge du sommet du G7 en France, à Evian, que l'Iran n'est pas le Venezuela. Et tout le monde est d'accord. L'état-major américain est d'accord. Envoyer les troupes américaines là-bas avec les missiles iraniens, c'est les enterrer une fois. Parce que dès qu'ils vont arriver sur le territoire iranien, il n'y aura pas de défense. Et donc, l'Iran va pulvériser la zone. Conséquence, c'est des milliers et des milliers de gens qu'on va envoyer au repos éternel. Donc, quand Donald Trump prend la décision d'arrêter la guerre, d'appeler à un cessez-le-feu, c'est parce que lui-même qui est un gars belliqueux, bellissime, il voit la réalité de la chose. Il voulait le spectacle. On va entrer en Iran, on va prendre ci, on va prendre ça. Après, les médias vont parler, les autres pays vont paniquer. Mais non, ça ne s'est pas passé comme Donald Trump avait planifié. La réalité, ça va être tout autre chose. Donc, en Occident aujourd'hui, quand vous avez basé tout leur narratif sur la puissance américaine pour justifier leur barbarie, leur vol, leur pillage, comme les États-Unis ont marqué un temps d'arrêt pour réfléchir en se disant non, on ne va pas continuer, on lâche prise tout de suite. Oh, Donald Trump, ils veulent tuer Donald Trump. J'espère qu'il y aura la sécurité rapprochée et que les services secrets qui protègent Donald Trump vont le protéger davantage, parce que les sionistes, les Européens ne sont pas très contents de cette humiliation. Cette guerre est terminée, c'est-à-dire que les Iraniens, pour moi, ont gagné. Et je pense que la guerre ne reprendra pas entre l'Iran et les États-Unis simplement parce que Donald Trump ne le veut pas et qu'il a tout fait pour essayer de prendre une sortie de crise, qu'aujourd'hui il l'a et qu'ensuite il va probablement presque tout perdre, parce que si les Iraniens en 2015 avaient accepté au bout de 12 ans de pression, beaucoup de mauvaise volonté, de dissimulation, de mensonges, avaient finalement accepté de signer un accord qui les contraignait, pas complètement, mais qui les contraignait, c'est pour une seule chose, c'est parce qu'ils craignaient une opération militaire des États-Unis et d'Israël. C'est la seule chose qui a fait signer les Iraniens à l'époque. Cette peur n'existe plus parce que la guerre a déjà eu lieu. Ils considèrent, les Iraniens, qu'ils l'ont gagnée et ils ont bien compris, tout le monde a bien compris à quel point Donald Trump était réticent au risque, à quel point il n'avait pas voulu mener sa guerre jusqu'au bout en mettant des troupes au sol et en ouvrant Hormuz par la force, il aurait pu essayer de le faire, et à quel point, surtout en une année de mi-terme, il ne recommencera pas cette guerre. La guerre pourra se poursuivre entre Israël et l'Iran, entre le Liban, etc. Mais cette partie, à mon avis, elle est terminée, et elle est terminée au désavantage total des Américains, et je pense que nous ne sommes qu'au début des déconvenus qui vont venir et qui, à mon avis, dans le scénario le plus pessimiste, aboutiront à une claire et totale défaite des États-Unis, ce qui préparera une prochaine guerre, cette fois peut-être menée uniquement par Israël contre l'Iran, quand l'Iran sera reparti à fond la caisse dans son programme nucléaire. Alors il faut préciser, et tous ceux qui nous suivent connaissent Isabelle Lasserre, que vous n'avez jamais fait preuve d'anti-américanisme, Isabelle, mais là, vous êtes très clair, ce mémorandum peut être considéré comme une défaite pour Donald Trump. Oui. Est-ce aussi votre sentiment ? Dans le sillage de la réflexion d'Isabelle, il me semble que la prochaine guerre, ce sera effectivement une guerre, je dirais, bilatérale israélo-iranienne. J'observe par ailleurs que ce protocole, si on fait un petit pas de côté, il est censé couvrir une séquence de 60 jours qui en durera vraisemblablement le double ou le triple, séquence au cours de laquelle les belligérants doivent s'efforcer de régler les contentieux non résolus, c'est-à-dire tous les contentieux, ceux qui ont été égrenés par Lucille à l'instant. Et on nous parle, dans ce cas-là, c'est la vulgate du moment, d'accord ou de pacte gagnant-gagnant. Moi, je ne vois que des perdants. Les Iraniens, les civils iraniens, qui sont les grands cocus de ce psychodrame. Le Liban, évidemment. Mais également le magistère dissuasif du shérif de Mar-a-Lago, des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire, Vincent, pardon de vous interrompre, en quoi ce protocole représente encore des reculs américains par rapport à ce qu'ils affichaient au début de la guerre? Eh bien, prenons un exemple très simple. On a entendu à l'instant Donald Trump céder à son obsession pathologique contre Barack Obama.
lorsqu'il déchire en 2018 l'accord de 2015, le fameux JCPOA, dont on parlera tout à l'heure. En fait, ce n'est pas la teneur de l'accord dont il ignore sans doute l'essentiel qui importe, c'est l'identité du signataire. Et le signataire, c'est Barack Obama. Et l'obsession maladive de Trump, c'est de détruire tout ce que Obama a tenté de construire, avec d'ailleurs un bonheur inégal, on le sait, et les Syriens en savent quelque chose. Donc, en ce sens, je veux dire, il n'y a aucun doute que c'est un recul. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui, en termes de péril pour la région et en termes atomiques, une situation qui est une régression par rapport à ce que nous avions connu en 2015. Mais là, dans le protocole, Vincent, les points qui marquent à nouveau les concessions ou les reculs de Trump, qu'est-ce que vous diriez? Il y a une question. Donc, rien sur le nucléaire. Bon, il nous explique benoîtement que l'Iran n'aura jamais l'arme atomique. Qu'en sait-il? Il n'y a rien là-dessus. Rien sur le balistique. Rien sur l'uranium. On nous dit qu'on va récupérer, diluer, neutraliser les 450 kilos. Comment? On ne sait pas. Rien sur les affidés de l'Iran dans la région, ce qu'on appelle les proxys. Rien de positif pour les États-Unis dans la gestion du détroit, puisqu'on comprend, si la version iranienne est juste, qu'il y aura, même si on appelle ça des frais de service et non pas un péage, il y aura des revenus et des sanctions en partie levées qui devraient permettre à l'Iran de toucher un pactole à ce stade de 12 milliards de dollars. Et il nous dit quoi? Qu'au temps d'Obama, on aurait donné 1,7 milliard aux Iraniens. Donc tout ça est absolument grotesque. Un mot général et je vous donne la parole. J'ajoute juste un point. Dans le protocole est clairement marqué que les États-Unis ne doivent pas s'intéresser à la gouvernance intérieure de l'Iran. C'est donc un renforcement du gouvernement des Pasdaran, avec l'accord des États-Unis. Et d'ailleurs, Donald Trump qui dit dans la conférence de presse à Évian tout à l'heure, je m'entends très bien avec l'Iran et ses nouveaux dirigeants. Vous imaginez comment ça peut être perçu aujourd'hui à Téhéran par les millions de gens qui ont défilé dans la rue en espérant que les États-Unis allaient venir les aider à faire tomber un régime. C'est assez fascinant. L'autre point, moi, que je soulignerais, qui a été évoqué, c'est juste l'immense défaite pour les Israéliens et personnellement pour Benjamin Netanyahou, qui a construit l'intégralité de sa carrière politique sur la menace existentielle de l'Iran et le fait qu'il allait permettre aux Israéliens de vivre en sécurité sans menace ni balistique ni nucléaire de l'Iran. De ce point de vue-là, c'est un lâchage en règle de la part de Donald Trump pour Netanyahou. Netanyahou qui va faire face à des élections au plus tard le 27 octobre prochain, qui se retrouve dans une situation extrêmement délicate aujourd'hui. L'intégralité de la classe politique, de la gauche à l'extrême droite en Israël, lui tombe dessus à bras raccourcis en disant il a échoué sur tout. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que Israël puisse faire la guerre seul contre l'Iran. D'un point de vue purement militaire, c'est quasiment impossible, sauf à faire des opérations extrêmement courtes, ça qu'ils peuvent faire en 24 heures. Mais Israël ne peut pas mener une guerre de 3 mois contre le régime iranien. Tout ça, on l'a dit et répété, mais il faut le redire, parce qu'il n'a pas suffisamment d'avions ravitailleurs pour mener de vraies opérations militaires. Et elle est très en colère. Ils sont tous en colère. En fait, ils ont peur. Le monde entier aujourd'hui compte 8 milliards des êtres humains, 8 milliards. Et moins de 1 milliard de personnes veulent diriger plus de 7 milliards de personnes. Au point où, quand ils échouent quelque part, c'est vraiment la terre entière tombe sur eux. Donald Trump ne devrait pas faire ci. Donald Trump n'a pas, et c'est pas normal. Il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Donald Trump, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est ça la réalité. Donald Trump a fait ce qu'il pouvait faire. Si ces médias-là, ces experts-là pourraient comprendre. Mais bon, c'est votre hégémonie qui est en train de s'écrouler. Je peux comprendre.